On va parler évidemment de ces tensions maximales entre le Parti socialiste et la France insoumise. Le PS a décidé de ne pas voter la censure du budget. LFI décrète l'interruption du nouveau Front populaire. Elle y voit un ralliement au gouvernement de François Bayrou et va même plus loin. Elle y voit, vous le voyez, est-ce qu'on peut remontrer les affiches qu'on vient de voir? Elle y voit une alliance, voilà. Une alliance entre le PS et le Rassemblement national. Pas d'excuses, en tout cas ce matin, de Mathilde Panot, qui était l'invitée d'Apolline de Malherbe. Je ferai des excuses à Olivier Faure lorsqu'il fera des excuses pour avoir fait passer un budget aussi violent que celui-ci. Et je vais même lui donner, Madame de Malherbe, une médaille pour avoir sauvé Emmanuel Macron et son gouvernement. Voilà, pas d'excuses, et je voudrais votre réaction dans un instant, mais quand même, juste avant, c'est parti aussi de ces affiches qu'on a pu apercevoir, que vous voyez là dans le grand écran. Il y a eu une première affiche publiée, puis un rétro-pédalage, puis une nouvelle affiche. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé et qu'on les revoit bien, ces affiches, parce qu'elles sont quand même marquantes? Alors, hier, dans la soirée, l'affiche que vous avez vue apparaître à votre gauche, Julie, les nouvelles alliances, où l'on voit Marine Le Pen, Olivier Faure dos à dos, avec derrière en espèce de fantôme, mais que l'on ne voit pas à l'image, un Emmanuel Macron tout rouge, avec ce mot de censure non voté par le PS et le RN, les nouvelles alliances. Cette affiche, on l'a vu apparaître hier sur les réseaux sociaux, repartagée, pour tout vous dire, par des élus socialistes s'offusquant de la violence de ce visuel, réclamant des comptes à la France insoumise, puisque en bas de cette affiche figure le logo de la France insoumise, figurait en tout cas dans la soirée. Elle a été supprimée, cette affiche des réseaux sociaux. Mais c'était bien publié par le parti. Toutes ces réactions, elle était publiée par des comptes liés à la France insoumise, et si je ne m'abuse, par un compte lié au groupe parlementaire insoumis, plus précisément, c'est-à-dire à un groupe de députés. Et ce qu'a dit LFI à BFM, c'est un visuel non validé qui a été posté par erreur, et c'est pour ça qu'il a été supprimé. Ça a causé évidemment beaucoup d'émoi, beaucoup de réactions, beaucoup de condamnations du côté du Parti socialiste. Le visuel a été aussitôt supprimé, la France insoumise arguant une erreur, un visuel qui avait été envisagé mais non posté, qui n'aurait pas dû être posté en tout cas, et renvoyant vers l'affiche que l'on voit plutôt à la droite de l'écran, où l'on voit François Hollande d'un côté, Marine Le Pen de l'autre, et Emmanuel Macron entre les deux, accusant l'un et l'autre d'être l'assurance vie de la Macronie. Donc on ne les met plus dos à dos mais face à face. Pourquoi Hollande plutôt que Faure sur cette affiche? Il y a une forme de symbolique. On l'accuse d'avoir mis la pression. Parce que la France insoumise, régulièrement, dans le reproche qu'elle fait au Parti socialiste, c'est de n'avoir justement pas rompu avec les années de François Hollande 2012-2017, les années de hollandisme, si je reprends le terme utilisé en boucle par les insoumis, et d'avoir accepté qu'un programme radical se transforme en programme réformiste, laissant de côté les mesures les plus urticantes, ou en tout cas les plus je ne vais pas dire révolutionnaire, puisque le programme de 2012 n'était pas révolutionnaire, mais en tout cas de cette fondue finalement dans une forme de pragmatisme de l'exercice du pouvoir, et d'avoir, si je résume en un mot, trahi l'idéal de gauche. François Hollande incarne ça aux yeux des insoumis, et donc très régulièrement, lorsqu'ils veulent attaquer Olivier Faure, Boris Vallaud ou d'autres députés en disant que finalement ils trahissent le nouveau Front populaire, ils disent bon ben voilà, c'est le retour du PS de François Hollande. Ça va quand même, Nora, très très loin. On peut revoir encore ces affiches, pardon, je les trouve tellement marquantes. Imaginez une alliance entre le PS et le Rassemblement national. Olivier Faure demande des excuses, et à juste titre. Clairement, je me souviens, Clémentine Autain, alors c'était un festival hier soir sur Twitter, vraiment, c'était assez impressionnant à lire. Clémentine Autain, qui est donc pas LFI, mais a parlé de faute morale. Et là, clairement, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un dépassement qui est problématique, voire insultant. On est quand même dans une forme d'invective qui, quand je disais tout à l'heure sur le ton de la boutade, en disant que le NFP était mal barré, c'est que tout ceci, en fait, égratigne. Tout ceci fait extrêmement mal, sachant que la gauche ne peut, à terme, gagner que quand elle est rassemblée. Clairement, mathématiquement, il n'y a pas d'autre solution. Donc en l'état là, effectivement, c'est mal barré. C'est mal barré, c'est-à-dire que tout ceci va nécessiter dans un an, puisque souvenez-vous, l'année prochaine, il va y avoir des élections en mairie, les municipales. Dans 2 ans, ce seront les présidentielles. Tout ceci va devoir s'aplanir, il va devoir y avoir des discussions, parce que si la gauche part chacune de son côté, elle est condamnée à perdre. Donc il n'y a pas d'autre solution. De surcroît, quand on voit
voit la manière dont le peuple de gauche, si toutefois il existe encore, enfin il existe, mais il y a plusieurs gauches de facto, assiste à cela, tout ceci crée du dégoût, de l'écœurement et une vraie souffrance, parce qu'en fait, en termes de valeurs, on voit bien que, et c'est ça qui est terrible, c'est que quand on regarde, mais Chloé Ridel va pouvoir nous en parler, sur le fond, tous ces partis sont à peu près d'accord sur 90% des choses. Ah non, dis Jean Garrigue. Ah bah, en termes de valeurs... Elle a raison. Non, non, Et la gauche peut gagner en sans termes être de rassemblée, par Vous exemple. dites elle a raison. Elle a raison, c'est oui. sur les sondages, oui. Ouais, En termes non, de mais- valeur. Ouais. Voilà, Ouais. en termes de valeurs. Après, c'est le chemin. Vous dites, Ah oui, non, mais c'est ce voilà. que disent les sondages, mais est-ce que vous le pensez aussi? Ah, moi, je pense que l'écrasante majorité des militants que je vois, que je rencontre, quel que soit leur parti politique qui milite à gauche, oui, on a un socle de valeurs communs. Après, on a des désaccords très ciblés sur des questions de politique internationale, notamment sur des questions aussi de rapport à la violence versus non-violence qui doivent être tranchés, qui sont des désaccords importants, mais qui ne doivent pas, si vous voulez, interdire et empêcher toute forme d'alliance. Pardon, mais dans les années 60-70, les désaccords à l'époque entre les socialistes et les communistes étaient encore bien, si vous voulez, plus profonds. Oui. Donc ça, on a du mal à s'en souvenir et on insiste en permanence sur les divisions, la gauche... Vous avez les entendu visuels, la etc., Mathilde Panot qui dit on s'excusera pour ces affiches que si le PS s'excuse pour le budget. Est-ce que vous vous excusez pour le budget? Écoutez, cette situation, elle est très difficile. Les Français, je pense, en ont conscience. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Nous sommes au mois de février 2025 et la France n'a toujours pas de budget. Il est faux de dire, comme l'affirment plusieurs cadres de la France insoumise, qu'on pouvait continuer avec la loi spéciale. Parce que cette loi spéciale, donc pour les Français qui nous écoutent, une loi qui a permis de reconduire provisoirement les crédits de 2024 sur l'année 2025, ne permet pas de tout faire. Elle ne permet pas, par exemple, de prélever 20 milliards de nouveaux impôts sur les riches et les grandes entreprises que nous avions obtenus dans le cadre du budget 2025. Elle ne permet pas à la commande publique d'investir pour les travaux. Donc il y a plein de petites entreprises, de petites TPE, PME qui nous contactent pour nous dire on va devoir licencier s'il n'y a pas de budget. Elle ne permet pas aux associations d'embaucher, notamment d'embaucher. Donc vous dites Bref, il fallait un budget. Il fallait un budget. Après, nous, pardon, mais ça ne fait plaisir à aucun député socialiste, puisque nous avons voté contre ce budget en commission mixte paritaire au Sénat. Et donc, c'est une couleuvre qu'on avale. Mais on le fait pour tous les gens qui demandent, et qui s'inquiètent et qui disent qu'il fallait un budget. Parce que si on censurait là, que le gouvernement tombait, il se passe quoi après? Encore 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? Et ensuite, Emmanuel Macron... On le sait très bien, renomme un Premier ministre, à mon avis, peut-être encore plus à droite. Enfin, moi, je veux bien espérer, mais il y a un moment où est-ce qu'on va Insoumis, et il disait, après, Emmanuel Macron démissionne. Vous n'y croyez pas du tout. Mais pardon, mais Emmanuel Macron a toujours dit qu'il ne démissionnerait jamais. Comment est-ce qu'on peut croire que Emmanuel Macron va démissionner dans les 2 semaines? Même si moi, je le souhaiterais, hein. Enfin, je trouve ça... Et même si Emmanuel Macron démissionnait... Emmanuel Macron, je ne vais pas dire le contraire. Il faut arrêter de raconter aux Français n'importe quoi. Ce n'est pas ce qui va se passer. J'aimerais quand même qu'on écoute les 2 chefs là, qui font la guerre. Olivier Faure, votre patron, et Jean-Luc Mélenchon, c'était hier. Il est adopté par le fait du prince et par la bassesse des fausses oppositions qui, au moment où elles auraient dû toutes se montrer conformes à ce qu'elles prétendent être, ont abandonné la ligne de combat, déserté la tranchée. Nous ne voulons pas être confondus avec ces trafiquants, avec ces menteurs. Il n'y a dans le Front populaire aucun chef et Jean-Luc Mélenchon n'est pas le chef du Front populaire. Donc personne n'exclut personne. Et donc vous voyez bien qu'en réalité, il s'agit là encore d'un numéro de claquette. C'est la fin du nouveau Front populaire. Il accuse quand même le Parti socialiste d'être des trafiquants, des menteurs. Il va loin, Jean-Luc Mélenchon. C'est terminé? Sous cette forme, il me semble que c'est terminé. Ce qui ne veut pas dire que l'union de la gauche va se briser aujourd'hui, parce que on voit bien qu'il y a d'abord une volonté des militants de toutes les gauches de continuer dans l'union, et qu'il y a de la part des dirigeants, des chefs de parti, et notamment ce qu'on peut appeler les dissidents de la France insoumise, une volonté de préserver cette union de la gauche. Donc je ne crois pas du tout qu'elle va se dissoudre, c'est pas l'intérêt, on l'a dit tout à l'heure. Ce qu'il faut quand même remarquer malgré tout, et là je parle en historien, c'est que la gauche, elle a toujours gagné quand c'était le Parti socialiste
qui était à la manette. Quand les extrêmes sont dominants, la gauche ne gagne jamais. Et donc, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, si on fait un calcul, j'allais dire presque cynique, électoraliste, il faut absolument que le Parti socialiste redevienne la force centrale de cette gauche, ce qui passe par un affaiblissement. Et est-ce que ça, c'est possible ? Comment ça se passe ? Alors, comment faire pour que le Parti socialiste donc, redevienne cette force D'abord, c'est centrale ? ce qui s'est passé aux élections européennes. C'est quand même la liste de Raphaël Glucksmann qui est arrivé en tête de la gauche. Et puis, effectivement, c'est tout un travail de remobilisation, qui passe par ce qui est en train de se passer, je veux dire, de clarification des stratégies. On a une stratégie très claire de Jean-Luc Mélenchon, qui est d'essayer d'aller vers une présidentielle anticipée, parce qu'il est persuadé aujourd'hui d'être celui qui est à même d'être le leader de la gauche. D'ailleurs, une question, est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il reste la figure la plus identifiée, la plus populaire à gauche ? Alors, il l'était en 2022. C'est d'ailleurs ça qui lui a permis de faire les 20%. C'est-à-dire qu'il a été le point de ralliement du vote utile. En fait, la gauche, elle ne gagne pas forcément l'élection présidentielle quand elle est unie, en réalité. À chaque fois, quand François Mitterrand est élu en 80, il y a un candidat communiste. François Hollande est élu en 2012. Jean-Luc Mélenchon, déjà lui, est un candidat concurrent. Donc la gauche peut tout à fait gagner en étant divisée en termes de personnes. Même si c'est vrai qu'il y a une vraie... À l'époque, le total gauche faisait plus de 40%. Alors bien sûr, le problème accessoire, c'est que le pays est à droite. Mais bon, c'est un autre débat dont on pourra reparler plus tard. Donc en fait, disons que le Parti socialiste, François Hollande, Olivier Faure, ont acté cela. Ils ont acté que Jean-Luc Mélenchon serait candidat quoi qu'il arrive. Il va aller à l'élection présidentielle et il cherche même à précipiter les événements pour que cette élection ait lieu le plus tôt possible. D'où sa stratégie de chaos et de vote de censure à répétition. Mais ils ont bien compris, Olivier Faure et François Hollande, que c'était que donc Jean-Luc Mélenchon irait jusqu'au bout et que c'était à eux de développer la personnalité, la proposition, l'offre politique qui cristallisera le vote utile au moment de la présidentielle. Et c'était ça la clé de la victoire de François Mitterrand, c'était ça la clé de la victoire de François Hollande. Et c'était pas de absolument vouloir se rallier les bonnes grâces d'une extrême gauche qui de toute façon aura 1, 2, 3 candidats, si on compte aussi la Ligue communiste révolutionnaire, enfin tous les candidats habituels de l'extrême gauche. Ils ont compris ça, ils sont en train de l'acter, ça va être pénible pour eux, ça va être douloureux. Là, ils sont dans la tranchée parce qu'ils ont déclenché, comme prévu, le bombardement insoumis sur les réseaux sociaux dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon, mais il faut leur reconnaître qu'ils tiennent plutôt. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont acté cette décision de ne pas voter la censure, eh bien, ils tiennent, ils vont s'abriter le temps du bombardement. La question ensuite, c'est la suite, c'est-à-dire le congrès du Parti socialiste et quel leader pour cette proposition socialiste à la présidentielle. On voit qu'il y en a quand même plusieurs sur le créneau. Au-delà des leaders, c'est quel programme ? Le PS aujourd'hui, et Chloé Ridel va pouvoir nous répondre, à un moment, là, on voit les chicayas et la guerre entre les camps de gauche, des leaders qui sont objectivement démonétisés vis-à-vis des citoyens et de la population. Mais à un moment, l'ennemi, et on voit cette affiche de la nouvelle alliance entre Marine Le Pen et Olivier Faure, qui est l'ennemi, qui est l'adversaire ? Et là, en l'occurrence, c'est comment reconquérir les classes populaires qui ont été littéralement abandonnées par cette gauche, et en l'occurrence par le Parti socialiste. Souvenez-vous de Mon ennemi, c'est la finance en 2012, la trahison qu'a représenté le quinquennat de François Hollande, notamment pour les classes populaires, est vraiment quelque chose de l'ordre ça va être ça, en fait, la difficulté. C'est comment reconquérir, comment reparler, en fait, à cette frange-là. Comment faire en sorte d'éviter de représenter les classes urbaines plutôt CSP+, catégorie socio-professionnelle favorisée. Comment est-ce qu'on reparle à des gens qu'on a littéralement oubliés depuis des décennies ? Comment vous comptez faire, d'ailleurs ? J'imagine que je donne la parole derrière, Jean Garrigue, mais c'est quoi votre projet pour reconquérir ces classes populaires qui, au départ, quand même... Je voudrais d'abord préciser que le Parti socialiste est présent dans des circonscriptions périurbaines et rurales, bien plus que ne sont les écologistes ou la France insoumise. Donc pour nuancer ce que non, mais vous moi, dites, je vous parle du Rassemblement national. Je ne vous parle pas des écologistes. Bon, et de la après, France ce que vous insoumise. dites est juste, c'est-à-dire que ce qui nous attend là, c'est de se préparer pour les prochaines échéances, parce qu'à la fin, là, le débat, c'est pas la censure pour encore 3 ans jusqu'en 2027. On va pas débattre de la censure tous les mois. Donc il faut se préparer à quoi ? À une dissolution et ensuite aux élections présidentielles. Et donc, il faut qu'on puisse mettre en marche le renouveau du projet du Parti socialiste, donc, mais aussi une union de la gauche, parce que je crois que toutes ces chamailleries et ces oukases qu'on voit partout entre partis de gauche désespèrent nos électeurs. Et moi, je pense que jamais nous n'avons eu autant besoin
précisément de militants qui se battent pour la justice, pour le progrès écologique, pour le progrès démocratique, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis et quand on voit cette espèce de double projet libertarien identitaire qui nous arrive et qui gagne aussi notre pays. Donc, est-ce que vous pensez que le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, qui n'ont pas tellement cautionné les propos de la France Insoumise ces derniers temps, est-ce qu'ils vont plutôt aller vers vous? Est-ce que mais bien sûr, moi je crois que dans chaque parti de gauche, il y a des unitaires, et ces unitaires doivent s'unir. Et bien sûr que c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'isole, puisque c'est lui le premier qui a dit qu'il irait seul à l'élection présidentielle avec le parti qui est le sien. Et donc, nous le refusons. Moi, je parle comme une unitaire de ma famille politique du Parti Socialiste. Je sais qu'il y en a chez les écologistes, je sais qu'il y en a chez l'Après, chez Génération, chez Place Publique, mais aussi chez la France Insoumise. Et c'est tous ces gens-là qui doivent refuser la réédition du match des deux gauches irréconciliables à la sauce Mélenchon-Hollande et inventer, proposer, forcer une candidature commune à la prochaine élection présidentielle en 2027 et un projet qui rende de l'espoir et qui présente une alternative précisément. Quelles seraient ces figures qui pourraient rassembler la gauche, une autre personnalité que Jean-Luc Mélenchon, donc qui pourrait selon vous représenter cette gauche? Mais il y a plein de personnalités potentielles qui pourraient représenter voilà, c'est peut-être le problème. En tout cas, d'abord, il faudra trancher sur un projet et des choses à présenter aux Français. Il y a quand même plusieurs soucis, mais moi j'en vois deux au moins. Tout à l'heure, on parlait des valeurs en disant oui, ils ont les mêmes valeurs, etc. Oui, le peuple de gauche, il partage les mêmes valeurs. Égalité, progressisme, etc., humanisme. Par exemple, sur la question de la laïcité, dans les discours ou de l'antisémitisme, je ne suis pas sûr qu'il y ait tout à fait les mêmes valeurs dans toutes les gauches. Et il me semble qu'il y a quand même une particularité, en tout cas du discours de la France insoumise, qui les dissocie du reste de la gauche. Il me semble qu'il y a eu pas mal de polémiques à ce sujet. Et ce n'est pas un petit sujet, me semble-t-il. Et puis la deuxième question, c'est celle que vous avez posée, celle de l'incarnation. Parce que ce qu'on constate, là encore, historiquement, c'est que quand la gauche a gagné, c'est parce qu'il y avait une figure d'incarnation. Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Jaurès. Bon, Jaurès n'a pas gagné, mais à un moment donné, il a participé à une coalition qui s'appelle Bloc des gauches. Et ils ont participé au pouvoir. Il y a eu le cartel des gauches, etc. Il y a eu Léon Blum, il y a eu François Mitterrand, il y a eu Lionel Jospin, il y a eu François Hollande, dont je rappelle malgré tout que la baisse du chômage, ça a commencé sous le quinquennat de François Hollande. C'est peut-être pas non plus quelque chose qu'il faut négliger. Bref, tout ça pour dire que à un moment donné, se posera la question de l'incarnation. Et pour l'instant, on voit bien que c'est un vrai problème. Et la question de l'incarnation est importante, pardon, juste mais qu'on a peu entendu. Juste parce qu'il y a la question de l'incarnation, mais il y a vraiment, et je voudrais vraiment y revenir, il y a la question de comment on parle aux classes populaires. Souvenez-vous de Lionel Jospin, l'État ne peut pas tout. C'est vrai. Ça a été une déflagration absolument énorme face à la question de l'emploi. Justement, on est véritablement dans une redite de ce moment avec des plans sociaux en pagaille. Quelle réponse à la gauche? Il y a cette question-là. Quand on voit ce qui est en train de se passer, mais la politique, c'est Chicaya, c'est Zoukal, la politique, Nora, à un moment, détruit véritablement. C'est aussi une question de personne. Qui, Louis Oeselter, selon vous, pour incarner une gauche unie? Nora a bien dit qu'il y avait des personnes démonétisées en réalité, parce que le grand retour de François Hollande, mais dans l'opinion, pour l'instant, on ne voit pas un appel du peuple à François Hollande. Le retour d'Olivier Faure qui va être pris pendant des mois par des combines pour gagner, conserver la tête du Parti Socialiste, dont le congrès, à la date qui reste à fixer, s'annonce, ça ne va pas non plus lui créer une image de sauveur de la nation. Et par ailleurs, Chloé Ridel a remarqué très justement que le cumul des voix de gauche, il y a 10 ou 15 ans, était bien supérieur à ce qu'il est maintenant. C'est-à-dire qu'en termes de masse électorale, et on parlait des catégories populaires, la gauche n'est plus ce qu'elle était. L'électorat de gauche n'est plus ce qu'il était. Et on a une division entre un Parti Socialiste qui s'adresse, disons, à des catégories intellectuelles supérieures qui ont constitué un petit peu le socle de l'électorat de Raphaël Glucksmann, et une France insoumise qui veut faire une jonction entre, pour aller vite, les centres-villes boboisés et des banlieues immigrées. Voilà. Donc, chaque stratégie électorale est très segmentée, et il n'y a pas de rassemblement là-dedans. Il manque le rassemblement électoral qui permettrait éventuellement à la gauche. Et donc je reprends vos propos introductictifs, Nora. C'est mal barré. Voilà, ce sera la conclusion de ce chapitre. Voilà, vous auriez pu mettre un bandeau. Merci. Elle est dure à trouver, il est dur à trouver l'espoir sur ce plateau. Mais on en reparlera. Merci Chloé Ridel d'être venue sur ce plateau en tout cas.